Voilà, bienvenue sur Entretien Magazine avec ce plateau spécial. Et pour ce numéro, je suis à la co-présentation avec mes confrères. Espoir Botumba, journaliste du média en ligne opulence.info. Bonjour Espoir Botumba. Bonjour Marie-Josée. Et Diego Caïba, il est journaliste, présentateur de l'émission La Voix du Peuple diffusée à Kin Actu Télévision. Bonjour Diego Caïba. Bonjour Marie-Josée, bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et voilà, alors pour ce faire, nous avons un invité d'honneur. Il s'agit bien de Maître Meshak Mandefou. Il est ancien secrétaire général adjoint en charge de l'administration, fédération et formation du parti politique Congrès national congolais et il occupe actuellement le poste de président intérimaire dans ce même parti. Il est également directeur des cabinets adjoint au ministère de l'urbanisme et habitants. Ainsi, pour en finir, il est assistant et doctorant à l'université de Kinshasa au département de droit pénal et criminologie. Maître Meshak, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Voilà, fidèles téléspectateurs, là, je vais directement vous rappeler les différents sujets que nous allons aborder tout au long de ce nouveau numéro. Nous allons parler bien sûr du parti politique CNC, comment les choses marchent de l'autre côté. Nous allons également un peu parler des sorties au pluriel médiatique de Jean-Marc Kabound, de Kabouya, ainsi que de Franck Diongo, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que d'autres sujets bien sûr qui vont y intervenir. Alors directement, Maître Meshak, d'abord ma question essaie de savoir comment se porte le parti Congrès national congolais. Merci beaucoup, madame. Le Congrès national congolais, parti cher à son excellence Pius Mabilumba Mukala, se porte très bien avec les organes du parti, les militantes et militants, tous ils se portent bien. Voilà, alors je passe directement la parole à Diego Caïba. Maître Meshak, je vous salue. Merci. Moi c'est Diego Caïba, émission La Voix du Peuple. Ah, merci beaucoup et enchanté. D'emblée d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord savoir, vous venez d'être désigné comme président AI des CNC à la veille même des élections. Constitutionnellement parlant, c'est en 2023. Pourquoi ce choix à la veille des élections? Et pourtant, vous avez eu beaucoup de temps, où le président, Pius Mabilo a eu beaucoup de temps pour vous nommer, mais pourquoi il a choisi seulement les moments des élections? Puisque ces choix ici, je peux dire que c'est un tout petit peu polémiqué. Non, je ne peux pas dire que c'est un choix polémiqué, parce que lorsque le parti est organisé, le parti est assis sur les textes, donc les statuts et les règlements intérieurs. Lorsque vous lisez les statuts du Congrès national congolais, vous verrez qu'il y a les dispositions qui prévoient à ce que lorsque l'un des dirigeants qui a des postes de responsabilité dans les institutions de la République, dont l'incompatibilité ne permet pas que le parti fonctionne, on est censé remplacer. Excellence Pius Mabilou, vous avez parlé tout à l'heure, il est ministre, et il avait désigné un président intérimaire. Le président intérimaire, à son tour, il a eu des charges ailleurs également qui lui met dans un état d'incompatibilité. Et par conséquent, les bureaux politiques, l'organe qui dirige la politique du parti, étaient obligés de se réunir et statuer afin de lever de grandes options pour que le parti soit dirigé et aussi le dirigeant actif devra poser les actes à l'interne et à l'externe. C'est pourquoi, à l'unanimité, quand nous sommes allés sur 75 membres qui étaient présents, je pense que 73 ont eu à voter pour que
Meshach Mandef que je suis, je devienne président ad interim. Ce n'était pas dicté, puisqu'il n'y a pas de plus anciens que vous. Pourquoi seulement vous? Ce choix est basé sur quoi? J'aimerais savoir Non. les fondements de ces choix. Merci beaucoup. Les fondements de ces choix. Tu sais, en politique, si tu parles de l'ancienneté, aujourd'hui, il y a les plus anciens dans la politique congolaise et aujourd'hui, ils n'ont jamais été président de la République. Ils n'ont jamais été ministres, mais ils sont fervents, ils sont restés fidèles à leur idéologie prévue par leur statut. Alors, nous disons ceci. Oui, je suis au parti il y a autant d'années et j'ai occupé plusieurs postes. J'ai été à la jeunesse, j'ai été à la fédération, moi qui vous parle. J'ai été secrétaire général adjoint en charge de l'administration, fédération et formation. Et déjà, avec tous les postes stratégiques occupés, et il était du bon droit pour que je sois désigné président. Parce que ce n'était pas de moi, c'est l'appréciation de l'organe qui nous a désignés. Donc ils ont trouvé qu'à moi, j'avais une maturité convaincante pouvant faire en sorte que les partis soient engagés vis-à-vis des tiers et vis-à-vis aussi de nos camarades en interne. Donc les fondements de ces choix, c'est la maturité, si on peut bien comprendre. Je ne parle pas de... Non. Le fondement d'abord doit être statutaire. Ça, c'est un. De deux, il y a les critères qu'il faudrait tenir compte. Nous parlons de la loyauté, nous parlons de la fidélité et nous parlons aussi des compétences. Je vous ai dit ici que non, je ne suis pas seulement sorti d'emblée comme ça devenir président ad interim. J'ai été conseiller au niveau de la jeunesse. J'ai commencé à être militant. Je me rappelle, moi, j'ai commencé à être militant du Congrès national congolais pendant que j'étais étudiant à l'université de Kinshasa. J'ai quitté là l'université de Kinshasa. Je suis devenu membre au niveau provincial comme conseiller à la jeunesse. J'ai quitté comme conseiller, j'étais membre du comité de suivi. Et par là, j'ai été nommé président fédéral Mwamba 3. Après, on m'a élevé au rang du secrétaire général adjoint en charge de l'administration, formation, fédération. Et aujourd'hui, il est revenu à l'organe qui nous a désignés d'apprécier les cursus ici afin de me confier ces charges. Parce que oui, certains peuvent penser que non, c'est facile. Je dis oui, bien sûr, parce que cela a ajouté un plus à mon CV. Mais c'est une lourde charge. C'est un défi que j'ai pour amener les camarades, les militantes et militants aux élections, avec toutes les stratégies possibles afin de renfler tant soit peu les nombres importants d'élus et porter également son excellence, Monsieur le Président de la République, comme notre candidat à la magistrature suprême. Voilà la mission que moi j'ai depuis que j'ai été désigné. Alors, Espoir Botumba, quelques questions à notre invité. Merci beaucoup. C'est Espoir Botumba. Maître Meshach, d'abord, bienvenue sur cette émission. Merci. Ma question, je vais rebondir comme tous mes confrères l'ont si bien dit par rapport au CNC. Je pense que la mission que l'excellence Pius Mwabilou vous a confiée doit être énorme parce que vous venez de prendre des charges à la veille de 2023. Est-ce que vous pouvez nous donner, à travers cette émission, ce que nous pouvons appeler des scoops ou des exclusivités de vos tâches qui vous ont été confiées pour amener le CNC en 2023 en tant que président intérimaire? Merci beaucoup. Merci pour la préoccupation. D'abord, en tant que président intérimaire, j'ai le devoir de conduire la politique du parti, que ce soit en interne ou en externe. Donc, j'en détiens. Et j'ai l'obligation, avec le bureau politique, de mettre en place une politique devant faire en sorte que le Congrès national congolais, qui s'est assigné les objectifs d'avoir au moins 150 députés en 2023, puisse réussir. Et un autre défi que j'ai, c'est de soutenir Mordicus avec les militantes et militants, à ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous avons porté comme notre candidat aux élections en 2023. Donc, ce n'est pas facile. Alors, ces défis exigent en sorte que l'on puisse, en interne d'abord, restructurer le parti, c'est-à-dire voir nos cellulaires, nos sectionnaires, nos fédéraux, nos interfédéraux,
Donc, réorganiser les partis en interne pour que, main dans la main, que l'on puisse réussir ces grands défis qui nous attendent en 2023. Voilà un peu d'une manière brève ce que j'ai comme tâche pour ce moment, au-delà de ce que l'on peut apprendre en étant sur place. Maître, parce que nous parlons de l'urbanisme et habitat, je pense que ça fait beaucoup d'années, soit 3 ans diront, que les patrons, votre patron, les ministres Pius Mwabilou occupe ce poste. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à travers cet écran les innovations que le ministre Pius Mwabilou, votre patron d'ailleurs, ma consoeur a si bien rappelé ici que vous êtes le directeur des cabinets adjoints dans ce ministère. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui les innovations que vous avez portées par rapport aux besoins de la population à travers ce ministère? Ok, merci beaucoup pour la préoccupation. Je pense que la préoccupation que vous posez, elle est beaucoup plus professionnelle et n'est pas politique. S'il faudrait donner des réponses, je les donne aussi en tant que professionnel. Voilà. Alors, le ministère de l'Urbanisme et Habitat, je pense que c'est dans cette émission, si je me rappelle bien, avec M. Dixon Yala, il avait posé la même question les jours où son Excellence Pius Mwabilou Mbaye Moukala a été désigné comme ministre de l'Urbanisme et Habitat. Je lui avais dit, si je me rappelle bien, et vos archives en parlent aussi, nous ne sommes pas venus à la tête du ministère de l'Urbanisme et Habitat pour s'enrichir, parce qu'on est les enfants des pauvres et on doit être au service de la population. Excellence Pius Mwabilou Mbaye Moukala, depuis qu'il a été désigné ministre de l'Urbanisme et Habitat, c'est un ministère que beaucoup ne connaissaient pas. Nous avons trouvé que les domaines privés de l'État étaient en spoliation. Tout ce que l'État avait comme bâtiment, villa, aujourd'hui, les individus s'en sont pris et se sont appropriés. Et il a fallu mettre en place les commissions d'identification, qu'on puisse commencer à récupérer certains biens. La guerre que nous avons à la tête du ministère de l'Urbanisme et Habitat, parce que le prédateur ne cesse de nous déranger. Ils ont vu que nous avons dévoilé leur secret et aujourd'hui l'État commence à récupérer plus de 20% des immeubles, des villas. Si vous partez, vous posez les questions aux gens, ils vont vous dire, vous verrez que même à Limité, tous les quartiers que nous sommes avec vous ici, il y avait les maisons de l'État. Mais si vous vous posez la question où seraient parties ces maisons, arrivé à la Gombe, il n'y avait pas de particuliers qui avaient des maisons. Mais toutes les maisons de l'État rasées par les individus, en train de falsifier les documents et sans respecter la procédure telle qu'exigée, l'autorisation du président de la République, les arrêtés de désaffectation, ni encore les lettres d'attribution. Donc, nous sommes venus sur cet aspect-là, on a aidé l'État. Petit à petit, on avance avec la commission, on doit récupérer la quasi-majoritaire de maisons spoliées, ainsi que les espaces. Nous avons, une fois de plus, initié plusieurs réformes. Aujourd'hui, on a créé les FONAB, Fonds d'habitat. Nous avons trouvé ces projets dans les tiroirs. On a dit non, on ne peut pas laisser, on doit avancer. Nous avons créé l'agence congolaise pour la promotion de l'immobilier, ACOPRIM. Et donc cette agence va permettre aussi à ce qu'aujourd'hui, pour éviter que la gestion des biens privés de l'État soit gérée par les individus, on confiera cela à une institution publique, qui est cette agence. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a mis en place le guichet unique du PEC. Vous m'aviez posé la question avant même l'émission. Qu'est-ce qui se passe avec la prolifération des stations-service ? À la base, parce que c'est la délivrance abusive des documents, des permis de construire. Et si la question, le secteur est réglementé, aujourd'hui, on ne peut pas trouver les stations construites dans des zones non édificantes. On ne peut pas trouver les stations construites dans le milieu où la population est en danger. Donc nous, au sein du ministère de l'Urbanisme et Habitat, Excellence Pius Mwabilou Mbaye Moukala, il dit, niet, cette fois-ci, toute personne qui va tenter encore aller à l'encontre, il va trouver la loi dans ses pieds et qu'il faudrait à tout prix réglementer le secteur. On a mis en place les guichets uniques et déjà les décrets signés et publiés même au journal officiel. Nous sommes en attente de l'ordonnance portant nomination du membre du conseil d'administration. Voilà un peu de quelques
assignation que nous avons trouvée et que nous avons une fois de plus mise en exergue. Et aujourd'hui, les peuples congolais se retrouvent avec notre présence à la tête du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Voilà, alors Maître Mandefou, l'actualité nous oblige. Quelle lecture faites-vous par rapport à la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound? Merci beaucoup pour la préoccupation. La lecture faite à la sortie, il y a des sorties. Oui, je commence d'abord avec les Kabound. 18, les 18, il a réagi. Aujourd'hui matin, je l'ai suivi à la RFI. Il est revenu sur la même préoccupation. Écoutez, madame, il faudrait faire la part des choses. Monsieur Kabound doit comprendre que lorsqu'on entre en politique, on doit maîtriser certaines notions élémentaires liées à l'éthique politique, les notions liées au leadership politique. Il s'est fait passer comme un étudiant qui a fait les sciences politiques. Mais cette réaction épidermique, remplie d'une désinvolture, on ne pouvait pas les comprendre vis-à-vis de son excellence, monsieur le président de la République, parce qu'il faut faire la part des choses entre le président de la République et la présidence comme institution, et le gouvernement de la République. Aujourd'hui, Kabound a dit non, c'est un gouvernement des jouisseurs. Alors, qui est le premier jouisseur? Nous connaissons les trains de vie de nos députés. Nous en gérons, madame, s'il vous plaît. Nous connaissons qu'est-ce qu'un député a comme salaire. Quel que soit, tu sois membre du bureau politique, membre de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée, on sait ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, il vous construit les stades, il a les villas, il est dans les carrés miniers. Et toutes les questions là, il ne se pose pas. Il a eu cet argent où? Il était là, c'est l'histoire de la rétrocommission, il ne vivait que de ça. Aujourd'hui, avant de réagir, il devait tourner plusieurs fois. Non, madame, une chose aussi. Nous réagissons en tant que membres de l'Union sacrée. Nous soutenons le président de la République. Toute question allant dans le sens de ternir l'image du président de la République avec ce qu'il apporte comme innovation, changement. Nous sommes prêts, nous les Congrès national congolais, nous sommes prêts pour aller en front contre la personne qui s'attaque au président de la République. Kabound a franchi la ligne rouge, madame. Je l'ai dit, il a franchi la ligne rouge. Pourquoi? Parce que la personne du président de la République est sacrée. Il ne pouvait pas aller au-delà. Cracher sur le président de la République. Aujourd'hui, il parle. Saviez-vous cet état où le président de la République a trouvé la République démocratique du Congo? Avec quel budget? 3 milliards. Aujourd'hui, nous en comptons combien? Aujourd'hui, dans les concerts des nations, la RDC était placée où? Où nous en sommes? Chaque jour, le président de la République ne cesse de revenir sur nos amis, nos compatriotes qui sont à l'est de la République. Il, de temps en temps, dérangé par les M23. Et aujourd'hui, Kabound veut se faire passer comme un donneur de leçons. Non, écoutez, il y a une chose. Moi, je comprends parce qu'on peut devenir président de la République, on peut devenir plutôt président d'un parti politique par les mécanismes que nous connaissons très bien, mais on manque la notion d'éthique politique. Monsieur Kabound, j'ai dit sa sortie médiatique, c'était une sortie ratée. Alors, Maître Mandefou, Franck Diongo dit ceci, sa libération de prison n'était pas du tout un cadeau du président Félix Tshisekedi, tout en rajoutant que la population congolaise doit rejeter Félix Tshisekedi, son régime et son gouvernement. Madame, que ce soit Kabound, que ce soit Franck Diongo, nous connaissons leur autorité morale occulte. S'il vous plaît, nous connaissons. Même quand le point de presse s'est tenu chez Kabound, on sait qui était en train de dicter. Quand Franck Diongo préparait tout ça, on sait comment il s'organisait. Donc, le problème c'est quoi? Franck Diongo ne peut pas oublier que nous avons un passé récent. Oui, il doit savoir que nous avons un passé récent. Il était en prison. Qu'est-ce qui n'a pas monté comme scénario pour qu'il soit libéré? Sous Kabila. Il nous a montré les sangs, comment il pissait les sangs, il nous a montré comment il piquait des crises. Il est venu même en train d'être transfusé à l'audience. Aujourd'hui, il obtient la liberté. Il commence à déconner. Il dit que c'est sans droit. Madame, ce n'est pas un cadeau. Madame, pourquoi ces droits n'étaient pas respectés sous le régime de M. Kabila?
Pourquoi ces droits n'étaient pas respectés? Et que sous le président Félix Tshisekedi, on te libère et tu dis c'est un droit, tu commences à déconner. Non, le problème c'est quoi? Il doit dire la vérité à la population. L'homme avait besoin d'un portefeuille. Ça doit se mériter. Vous comprenez? Ça doit se mériter. Aujourd'hui, s'il faut parler de la géopolitique, la province de Sankourou a combien de ministères? Vous êtes journaliste, vous en connaissez. Je ne vais pas citer les noms des individus ici. Parce que lui est Franck Djongo, on doit seulement donner la suite à sa demande. Non. En politique, la patience, c'est une vertu très, très capitale. Comme l'a toujours dit mon autorité morale, Excellence Pius Mabilumba Mukala. Il faut avoir la patience du pygmée. Quand vous voulez trop gagner vite, aujourd'hui, on vous dit d'être discrédité. C'est ça le cas avec les Franck Djongo. Alors, avant d'en finir, je pense bien c'est le tout dernier sujet, mais ça sera donc avec Diego Kaïba par rapport à la situation sécuritaire. Merci beaucoup Marie-Josée. Mais avant d'aborder la situation sécuritaire, j'aimerais directement revenir un tout petit peu sur la question des huissières. Apparemment, cette question vous fait très très mal. Je vais essayer un tout petit peu d'y revenir avant de toucher la question de sécurité. Le pays est agressé, mais on voit le président de la République se permet d'aller à vacances. Même votre ancien partenaire Joseph Kabila, pendant 18 ans, n'a jamais été allé à vacances à l'étranger. Mais le président de la République se permet, pendant l'agression du pays, d'aller se reposer, pas à n'importe quel endroit, à Marbella, l'île balnéaire, où on a même vu des vidéos. On a même vu des photos. Le président de la République ne pouvait pas se donner du repos ici dans le pays. Il a préféré seulement aller là-bas. Est-ce le meilleur repos aussi à l'étranger ou ce n'est pas dans les pays ici? N'est-ce pas ça aussi l'une des caractéristiques des jouisseurs? Mon cher ami, il faut faire la part des choses entre la vie privée et la gestion de l'institution, l'État. Absolument. Même moi qui vous parle, j'ai droit au repos. Le président, il a aussi droit au repos. Il a aussi ça. Le pays est agressé. S'il vous plaît, mon cher ami, vous voulez me donner, vous voulez comparer le président Tshisekedi avec le président Kabila sous cet angle? Si je te pose la question aujourd'hui, peux-tu me dire combien de fois le président Kabila s'est mis devant le peuple, parler ce que vous dites là? Dis-moi, vous êtes journaliste, vous savez combien de temps vous avez dans cette profession? Non, faisons la part des choses entre la vie privée, parce que le président en tant qu'individu, il a droit aussi au repos. Il est le président des multiples, plus de 80 millions plutôt de la population. Il a droit aussi de se reposer. Un repos d'un peu de temps, il va revenir. On ne dit pas parce qu'on est dans un état de repos, on ne peut pas gérer. Pourquoi les institutions de la République sont réglementées? Maître, il n'est pas dit. Non, s'il vous plaît. Dit, on est agressé, le pays est agressé. Cher ami, la question est en train d'être résolue. Vous voyez de temps en temps, nos forces armées sont au front. Et nous, le peuple congolais, nous sommes là. Nous prions chaque jour. Nous les soutenons par les moyens matériels pour qu'ils puissent vaincre l'ennemi. Ça, c'est un. Deux. Il y a une question diplomatique. Vous n'allez pas ignorer qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si je vous parle, il y a dans le cas de la CAC, ils sont là, les invités sont en train de venir. Pourquoi on est à la quête d'une solution? Ce qu'il faut éviter, c'est quoi? C'est qu'assimiler la vie privée du président de la République et la gestion des institutions. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que non, parce que nous sommes en train d'agresser. Papa, on est humain. Mettez-vous à ta place. Non, s'il vous plaît. Généralement, c'est moi si c'est le meilleur repos. Non, ce n'est pas ça. On ne dit pas le meilleur repos parce que c'est à l'étranger. Tous nous avons les mêmes problèmes. Je peux rester, si je dis peut-être pour des raisons sanitaires, je vais aller à un endroit où peut-être je serai hors téléphone, sauf le téléphone privé. Ça s'est fait aussi. Moi, je vais des repos à Paris. J'ai fait 15 jours, j'ai demandé, parce que je travaille, j'ai les partis, j'ai le ministère, j'ai. Mais pour ce faire, j'ai droit au repos. Vous comprenez? Les droits au repos m'obligent à faire les choix individuels, pas un choix dicté. Si le chef de l'État a opté pour aller en Espagne, c'est reposer. C'est son choix. Merci beaucoup, maître. J'aimerais directement aborder cette question concernant la sécurité. Ça fait plus de 45 jours que Bunagana est sous l'occupation des M23.
Aujourd'hui, on a même suivi les M23 faire des déclarations du genre que non. On a fait des protocoles d'accord qui n'est pas respecté par M. Tshisekedi. Et nous exigeons seulement le respect de ces cahiers des charges. Aujourd'hui, je me demande, si vous pouvez nous aider à travers de votre réponse, qu'est-ce qui fait en sorte que non, les FARDC n'arrivent pas à récupérer Bunagana et pourtant nous connaissons la puissance des tirs des FARDC. Votre lecture, ce serait quoi par rapport à cette question? Ok, merci beaucoup. Merci pour la préoccupation. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Les M23, oui, ils ont occupé Bunagana. Je vous dis, les forces armées de la République, s'ils se décident aujourd'hui que non, on passe à la vitesse supérieure, personne ne va rester là-bas. Mais ils se sont cachés derrière notre population. Il faut faire la part des choses. Ce n'est pas ici où il faut dévoiler les plans secrets de nos forces armées. Mais nous savons bien qu'ils sont venus là où il y a notre population. S'il faut aujourd'hui bombarder, la conséquence c'est quoi? Nous allons perdre nos propres frères. Et que la question est en train d'être réglée sur des temps. Sur terrain, nous sommes là. Sur le plan diplomatique, vous avez vu le président de la République ne cesse, il a dit que le M23 c'est le président Kagame qui est derrière eux. Il en a dit, c'est le Rwanda. Il n'a pas mâché les mots. Alors, comme nous sommes respectueux des normes au niveau national et international, le chef de l'État est tenté d'aller avec les deux voies, la voie diplomatique et la voie militaire. Nous sommes là, on n'a pas dit que nos forces armées ont croisé les bras. Non, 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 non. Nous avançons et vous allez entendre dissiper. La pratique, c'est quoi avec nos gens là du M23 dont vous faites allusion? S'entendre et accéder dans les institutions de la République. Pour l'histoire, si vous connaissez mieux, vous vous rappellerez que Laurent Kunda Batouare, avec CNDP, ça a été comme ça. Il y avait les Banyamurenge, ils étaient nombreux là, ils ont cherché la même chose. Bosco Taganda, vous connaissez son histoire. Aujourd'hui, ils savent bien que non, l'unique mécanisme qu'il faudrait faire pression aux institutions légalement rétablies, c'est de faire quoi? D'aller au front et chercher à occuper pour infiltrer notre armée. Nous, on ne peut pas tolérer. Le président de la République, qui est respectueux des normes au niveau national et international, il a dit cette fois-ci, pas question. Si vous voulez négocier, ok, on négocie, vous mettez vous cessez avec vos bêtises, la terreur que vous êtes en train de semer dans la population. Nous restons. Pas question d'accéder, pas question d'accéder dans les institutions avec la pression non protocole d'accord. Nous disons non. 2 secondes s'il vous plaît, Marie-Josée. Je sais que je vais essayer de déborder. Je demande 30 secondes s'il vous plaît. Oui. Maître Naolingo répond à Lingala pour la population sur Bazolanda. N'a tenu que chemin à Santiago échappé à moi. Tant aux autres dans les réseaux sociaux, on a M23 qui ont signé qui accorde à M. Tshisekedi à respecter à côté. Il faut respecter l'accord ouana les ali boye. Et ça lui on n'engagé. M. Tshisekedi a signé l'accord na ba rebelle. Papa, ouana ezali maloba ya lokuta. S'il vous plaît, toebi que l'ennemi pour décourager l'adversaire naie, il part dans la désinformation. Réseaux sociaux toebi ba montage nyonso basalaka. Yo munia on a radio tel que M23 ba basali déclaration. Ils ont peur, ils savent bien que ndenge bazawana les lots ceux qui les forces armées s'est décidé que to passer à vitesse supérieure ba côté de maté. Et là ko biso tozo boya ezanini. Koloba ke toyo kana to kota na ba institution to ke na ba procédure ba transition. C'est cette histoire que le chef de l'État a dit niet. Nous devons respecter la constitution tozo kende liboso. Ceux qui bino bolingi ke beaucoup de institutions, botiki minduki, boye comme peuple congolais, bovandi de batunyonso, ok on avance. Mais conditionné que non, toko tana ba institution, lokola bande ko batu CNDP basala, baza ebele. Boye que nous tozana histoire moko récent. Tokuti kondima eloko wana te et biso tozali ko encourager président de la République à tika na la position na ye. Ndenga zui voya diplomatie. Tozali kokende na sur terrain pe biso tozali ko soutenir ba forces armées pour que bakende liboso tinenge to ko récupérer territoire na biso parce que to koki jamais ko céder ata eteni ya muke te ya mabele na biso na banguna soit na ba étranger parce que to que Kagame plan na ezali nini ai ba moi eteni ya mboka na biso to koki ko céder. Alors Espoir Butumba, la toute dernière question et puis on se sépare. Merci beaucoup. J'aimerais rebondir toujours dans cette problématique de la sécurité de l'Est. Maître Méchac, je vais comprendre parce que pour ces derniers temps, nous avions assisté à
à plusieurs sorties médiatiques des opposants, mais nulle part on a souligné la question sécuritaire de l'Est. Alors je vais comprendre ou savoir le silence des opposants. J'ai fait allusion à Moïse Katumbi qui n'a jamais parlé, qui n'a jamais condamné même l'agression du M23. Martin Fayoulou également, Jean-Marc Aboun qui s'est aussi jeté dans cette sauce, il n'a pas condamné Franck Djongo. Est-ce que l'homme politique congolais, soit les opposants, c'est le pouvoir qui les intéresse et non la sécurité du pays? Est-ce que c'est un silence coupable ou une stratégie? Ok, merci beaucoup. Je préfère prendre la première option que tu as dit, c'est un silence coupable. On dit qu'il ne dit mot consent. Aujourd'hui, au nom du peuple, qu'ils ont aujourd'hui, nous prenons la parole au nom du peuple, on ne peut pas garder silence sans pour autant soutenir nos forces armées, faire une déclaration publique. Mon cher ami, ce n'est pas aujourd'hui que l'on a dénoncé que les gens, les jouisseurs, les fournisseurs de ces ennemis de la République sont là, la plupart de vos opposants dont vous venez de citer. C'est la preuve, vous voyez, aujourd'hui, ils ne parlent pas. Et ce que vous avez vu, j'ai vu M. Katumbi que tu as cité là, j'ai vu, comment il s'appelle, M. Olivier Kamita, sur TV5 Monde, Moïse Katumbi. Non, devant des situations pareilles, on s'assume. En tant que responsable de son parti, il doit prendre la parole, il doit s'exprimer pour apporter son soutien. Mais quand vous voyez un monsieur Nedimon, allez-y, comprendre qu'il est derrière les fournisseurs d'armes, il est en train de prendre position et de comploter même contre la République, je peux le dire ainsi. Parce qu'on ne peut pas, dans une situation comme la nôtre, et se dire opposants, et ils ne sont pas ensemble avec le président pour chasser l'ennemi. Non, cher ami, qui ne dit mot consent? Ce qui leur intéresse, c'est le pouvoir. Alors, Maître Mandefou, ma toute dernière question avant de finir avec ce numéro spécial. Puisque l'actualité nous oblige, on parle un peu du dossier Bukanga Lonzo. Vous savez, ce vendredi, la Cour de cassation siégeant en matière pénale dans le cadre de ce dossier a décidé de surseoir les audiences pour renvoyer l'affaire au niveau de la Cour constitutionnelle. Puisque vous maîtrisez bien le droit, est-ce que le droit sera dit? Est-ce que la Cour constitutionnelle a bien fait de surseoir les dossiers? À quoi devons-nous nous attendre par rapport à ces dossiers? Ok, merci beaucoup madame pour la préoccupation. Je pense que déjà quand cette question était au niveau de la Cour constitutionnelle, les jours où ces juges s'étaient déclarés incompétents, j'avais déjà réagi à ce sujet pour dire que c'était une mauvaise position. Pourquoi? Parce que si je me mets dans ma peau comme pénaliste, je vous dirais quand est-ce que l'infraction se cristallise. Et ce n'est pas ce que nous avions assisté. Hélas, comme vous venez de poser la question, effectivement, la Cour de cassation a ordonné que l'affaire soit d'abord suspendue en attendant que la Cour constitutionnelle donne l'interprétation de l'article 166 à l'UNIA 2. Donc c'est comme ça, parce que quand on dit la Cour constitutionnelle est compétente pour poursuivre le président de la République et le Premier ministre pour les infractions commises à l'occasion ou dans l'exercice de leur mandat, en attendant, comme dit l'alinéa 2e, à ce qui concerne les infractions de droit commun, comme les cas de la corruption, détournement, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas faire ici les cours de droit. Ce que je peux dire à votre préoccupation, c'est que c'est bien beau, comme ils ont ordonné la surséance, que la Cour constitutionnelle, qui est juge de la Constitution, nous donne la vraie interprétation de l'article 166, comme l'a demandé les conseils des uns des autres devant la barre. Voilà, moi je trouve que c'est normal. C'est normal, et on finira par entendre la vérité dans la bouche des juges qui sont les gardiens de la loi. Merci, Maître Mandefou. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'est la fin de ce plateau spécial Magazine Entretien. Je vous rappelle que pour ces numéros, j'ai co-présenté avec mes confrères Espoir Botumba, journaliste du média en ligne, au Pilon, ce point info que j'ai dit merci.
Merci Marie-Josée. Ainsi que Diego Caïba, qui est également journaliste, présentateur de l'émission La Voix du Peuple, diffusée à Kin Actu Télévision. Merci Diego. Merci Marie-Josée, merci aussi à l'invité. Bien qu'il y a d'autres moitiés qui sont restées. On en poursuivra un peu plus tard. La télé, c'est aussi les temps, voilà. La télévision, c'est aussi les temps. Alors, je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Maître Méchak Mandefou. Il fut plutôt secrétaire général adjoint en charge de l'administration, fédération et formation du CNC, parti cher à l'excellence Puisse Mwabilou. Et il est actuellement président ad intérimaire dans ces mêmes partis. Il est également directeur des cabinets adjoints au ministère de l'Urbanisme et Habitant, ainsi que assistant et doctorant à l'Université de Kinshasa au département de droit pénal et criminologie, à qui j'ai dit merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Alors, je vous rappelle que cette émission sera également diffusée dans les antennes de Kin Actu Télévision avec notre confrère Diego Caïba, et vous allez retrouver également un article complet avec Espoir Botumba dans le média en ligne opulence.info. Voilà, donc c'est la fin de ces magazines. Ça a été un plaisir de vous tenir compagnie. Merci à vous qui nous avez suivis. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.